Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien. Julien Portfolio, vidéo numéro 2. Aujourd'hui, on va se projeter 15 ans en arrière, donc j'ai 25 ans, je suis dans la rat race, je suis sur le quai de mon métro en train d'attendre mon RER E en gare du Sénégali et je me dis mais qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? J'ai 25 ans, je ne suis pas passionné par mon travail, il me reste encore 40 ans de boulot pour espérer une retraite hypothétique. Bon, j'ai pas d'état des finances publiques en 2010, mais la France était forcément dans un meilleur état qu'aujourd'hui. C'est une certitude. Aujourd'hui, c'est catastrophique. Quelle solution s'offre à moi pour quitter cette situation? L'investissement immobilier, l'investissement en bourse. On va se concentrer sur la stratégie boursière et sur mes erreurs d'investisseur débutant. Point numéro un, faire du stock picking hasardeux quand on a un faible capital de départ. Donc, il est plus facile d'aller sur des ETF pour avoir un maximum de diversification, comme un ETF World par exemple. Bon, la première action que j'ai achetée, c'était Technip. Pourquoi? Parce que je pensais que le secteur pétrolier était un secteur d'avenir avec un déficit d'offres. En l'espèce, j'avais mis 10 000 euros dessus, donc j'avais mis une belle partie de mon épargne. C'était une erreur parce que je n'avais pas diversifié, donc ça veut dire que c'était une concentration maximum, donc avec une volatilité maximum sur un stock qui n'était pas défensif du tout en plus, hein, d'accord? Donc je vous conseille d'aller sur un ETF World, c'est ce que j'ai conseillé à ma compagne qui est en phase d'accumulation. Je vais conseiller ce produit, le SPDR MSCI World du CITS Irlande. Donc il y a 1383 positions, donc c'est ultra diversifié. 0,12% de frais, d'accord. Avec une surconcentration sur les États-Unis, forcément, puisque le marché boursier américain représente la majorité du marché boursier mondial. Donc on est sur 70% US. Regardez la France, c'est insignifiant. On est à 2,30. D'accord, de 30. On est à 27% sur la tech aussi, hein. Vous avez vu les 10 premières positions du Apple, Nvidia, Microsoft, Amazon, Meta, etc., etc. Donc, première erreur, hein, le stock picking. Vous éliminez, on part sur des ETF, ETF World ou SP500 si vous voulez. Erreur numéro 2, essayez de timer le marché. Personne ne peut prédire le haut ou le bas du marché. Investir régulièrement en DCA. DCA, c'est tous les mois la même somme, à date fixe. Pour moi, personnellement, c'est le 20 de chaque mois. J'investis la même somme. D'accord? Donc, c'est plus efficace que d'attendre le bon moment pour investir. Le meilleur moment pour investir, c'est maintenant. En fait, on peut pas timer le marché. Sauf si vous avez une grosse somme, vous allez faire du DCA sur plusieurs mois. Il y a plusieurs études à ce sujet. Alors moi, je suis plus dans l'hypothèse de si vous avez par exemple 10 000 ou 100 000 à investir, vous investissez 1000 ou 5 000 par mois. Vous ne faites pas un all-in, vous investissez pas 100 000 d'un coup. Ça serait imprudent. D'accord? Point numéro 3, ne pas avoir de stratégie d'investissement. Investir sans plan, c'est comme naviguer sans boussole. Définir une stratégie claire, dividende, croissance, ETF. On peut aussi jongler sur les deux avec les deux stratégies, c'est pas contradictoire. Moi, je suis en phase de consommation, mais j'ai quand même plus de 100 000 euros en stock de croissance, comme du Air liquide par exemple. Donc Air liquide au nominatif, c'est mon seul stock en euros d'ailleurs, hein, vous pouvez constater, j'ai qu'un seul stock en euros, c'est Air liquide au nominatif. J'ai du Amazon, on est sur de la croissance aussi. J'ai du Baba à Hong Kong et du Bidou, Baba et Beidou, d'accord. Donc pourquoi? Parce que j'ai une appétence pour les marchés émergents, j'ai une conviction long terme dessus, même si pour le moment ça paye pas, on est en forte moins-value sur Alibaba, on est à moins 50%. Pourquoi? Parce que j'avais renforcé à l'ATH, on avait atteint 250, 300 dollars par action. J'ai renforcé fortement dessus et j'ai été jusqu'à 30% d'allocation de portefeuille sur Alibaba. Donc du coup, je draine la moins-value latente, comme vous pouvez le constater. Non, la performance est quand même correcte de mon portefeuille sur plus de 10 ans. Mais bon, c'est vrai que ça aurait pu être évité si on avait correctement calibré cette allocation à l'époque. D'accord.
Donc ne pas avoir de stratégie d'investissement, donc on a de la croissance sur un portefeuille à 540 puisque vous voyez pas les obligations ni les préférés. On a quand même plus de 100 000 euros en stock de croissance, donc c'est pas un portefeuille 100% dividende, hein, d'accord? Point numéro 4, ne pas diversifier ses investissements, donc investir tout sur une seule action ou un seul secteur peut être risqué. Diversifie ton portefeuille pour limiter les pertes en cas de chute d'un actif. On en revient à la stratégie ETF World pour un max de diversification ou SP500. D'accord. Point numéro 5, ne pas profiter des niches fiscales de ton pays de résidence. En l'espèce, en France, c'est le PEA. Profites-en, c'est défiscalisé après 5 ans. Si tu veux rien mettre dessus, si tu n'as pas les moyens pour le moment d'investir, tu peux l'ouvrir, tu mets 100 euros dessus, tu prends date fiscalement, c'est comme l'assurance vie. Et puis dans 5 ans, si tu as les moyens, eh ben, tu peux balancer 1500 euros par mois pour te constituer ton apport pour aller chercher ta liberté financière. D'accord? Donc profite du PEA, profite de l'assurance vie, même si tu les ouvres avec 100 balles, d'accord? Point numéro 6, ignorer l'impact des émotions. La peur et la cupidité sont les pires ennemis d'un investisseur. Reste rationnel et ne laisse pas tes émotions guider tes décisions. Après un crack, ne vends pas, renforce ou alors respecte ton plan de DCA. En l'espèce, crack de 2020, mars 2020, ça décroche, moins 35, moins 40, on descend à moins 50 000 euros. Je peux comprendre qu'on stresse à ce moment-là, effectivement. Encore plus quand on est en phase de consommation, il faut rester rationnel. C'est vrai que c'est difficile. Bon, moi, ce que j'ai fait personnellement, c'est que j'avais mon enveloppe de sécurité de 6 mois. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai réinvesti la différence. J'avais renforcé fortement Total à 22 euros, donc c'était un bon trade, comme on dit, même si j'étais dans un objectif de long terme. Et lorsque j'ai quitté la France, j'ai liquidé mon PEA. Donc là, c'est uniquement un compte titre que j'ai. Point numéro 7, choisir un broker qui n'a pas un excellent historique ni une excellente solidité financière. En l'espèce, donc étant exilé à l'étranger, j'ai choisi Interactive Brokers. Je suis pas affilié, je touche rien de Interactive Brokers, il n'y a pas de parrainage. Vous faites ce que vous voulez. Pourquoi j'ai choisi Interactive Brokers? Parce que c'est pas une banque en fait, c'est un intermédiaire, c'est un dépositaire. Le fait que ça soit un courtier international, il y a un tax ID à modifier dans les paramètres et vous pouvez déménager partout dans le monde. Donc, quand j'ai quitté la France, j'avais mon numéro fiscal français. Je suis arrivé en Espagne, 6 mois de résidence fiscale, je vais à Hacienda, le bureau des impôts espagnols. J'ai mon attestation de résidence fiscale, je l'ai envoyé donc, à Interactive Brokers. On a modifié le numéro, résidence fiscale espagnole, et puis comme ça, tout est en règle. Donc à l'instant T, je suis en Espagne. Est-ce qu'en 2030, j'y serai encore? Je ne sais pas. Autant choisir un broker qui a une notoriété mondiale. Interactive Broker, c'est 30-40 ans d'existence par rapport à Trade Republic qui est beaucoup plus récent, sans bien sûr le dénigrer. J'ai une préférence pour Interactive Brokers. Dans l'idéal, il faudrait diversifier les brokers pour avoir un maximum de sécurité. Moi, je vous avoue que je suis à 100% sur Interactive Brokers, pour la simplicité. C'est peut-être un tort, sûrement d'ailleurs. Alors, donc, petit point sur mon portefeuille. Donc, comme vous pouvez le constater, donc, j'utilise l'application Yahoo Finance qui est vraiment pas mal. Donc, je ne vous partage pas la page de mon compte IBKR, c'est personnel. Ce que j'aime bien sur Yahoo Finance, c'est que lorsque vous faites du DCA, en l'occurrence pour moi c'était hier, ça met directement à jour les prix de revient unitaire. Donc là, vous allez ici, par exemple, là j'ai acheté du Divo, donc j'ai mis à jour ici, d'accord, add transaction. J'ai acheté du GPI aussi. Donc c'est des fonds US distribuant, d'accord, avec dividendes mensuels. Et j'ai acheté aussi du RFI. D'accord, donc Divo, c'est des fonds distribués en US dont une partie du portefeuille, ils font de la vente d'options, de call, comme pour GP d'ailleurs. Donc ils font de la vente d'options pour booster la performance et pour vous amener à un taux de distribution donc annuel. Donc on a 4,89 avec distribution mensuelle, d'accord. Ok, donc vous avez les positions, la NAV, top 10 holding. J'aime bien GP, hein, c'est pareil, c'est des bons produits qui sont disponibles aussi CITS à Island, parce que là je vous parle de produits US, mais vous avez des équivalents aussi
en Irlande. On en reparlera plus tard, puisque je vais vous faire des vidéos quand même assez souvent à ce sujet, donc je vais vous en reparler. On était allé voir l'ETF aussi, hein. Donc l'ETF, SPDR, MSCI, ouais, comme je vous disais, avec 0,12% de frais, 1383 positions. Ça, c'est bon. Alors oui, les CEF, qu'est-ce que c'est? Donc ça va être le cours de finance d'aujourd'hui. Donc RFI, c'est un CEF, hein, un fonds fermé. Donc qu'est-ce que c'est un fonds fermé? Un closed fund, un fonds fermé, c'est un type de fonds d'investissement qui fonctionne différemment des fonds traditionnels comme les ETF, à capital fixe. Contrairement aux fonds ouverts comme les ETF ou les fonds communs, donc un CEF émet un nombre fixe de parts lors de son introduction en bourse. Après cela, les parts sont achetées et vendues sur le marché secondaire comme une action. D'accord? Prix déterminé par l'offre et la demande. Le prix des parts d'un CEF ne correspond pas toujours à la valeur nette des actifs, la NAV. Donc en fait, le but du jeu, c'est de les acheter avec une décote sur actifs. Là, j'ai pas respecté la règle. Lorsque je suis rentré, à l'époque, les taux étaient élevés. Donc j'ai eu un discount, par exemple sur RFI, qui est un produit de CEF de Right US, donc qui sont de l'immobilier coté en bourse. J'avais 10% de discount, hein, et on était allé jusqu'à 10% de rendement, donc paiement mensuel. Donc qu'est-ce que c'est? Donc RFI, bah, c'est des foncières US. Welltower, c'est des maisons de retraite, soins de santé aux US. American Tower, hein, c'est des locations d'antennes 5G, donc c'est du business défensif résilient. Digital Realty Trust, centre de données aux États-Unis. Prologis Logistical Rights. Logistical Rights, ça peut être des centres logistiques pour Amazon, pour des grandes entreprises. Le retail, Simon Property Group, des centres commerciaux. J'aime pas trop le retail, hein. C'est cyclique. C'est cyclique, beaucoup de failles dans ce secteur. Bon, j'ai quand même du Realty Income qui est quand même résilient mais stagnant, une quasi-obligation. Je paye un paiement mensuel aussi dans mon portefeuille, Realty Income, Realty Income Company. Où est-ce qu'elle est d'ailleurs? Bon, je la retrouve pas. Bon. Realty Income, WP carré aussi. Donc là, vous avez WP carré. Donc les CEF, donc gérer activement. Donc oui, il y a des professionnels qui cherchent à superformer le marché avec des stratégies spécifiques revenus. Pas vraiment, ouais, c'est gérer activement si dans la rotation des actifs. C'est des actifs qui sont relativement stables, hein, c'est-à-dire que si l'indice décroche, les CEF vont avoir tendance à moins décrocher, sauf s'il y a du leverage en fait, puisque vous pouvez utiliser aussi un effet, les CEF peuvent utiliser un effet de levier pour augmenter les rendements potentiels, mais aussi les pertes. En l'espèce, pour RFI, il n'y a pas de leverage. D'accord? RFI, pas de leverage. Par contre, BME, qui est un CEF défensif, dont j'ai une position également, décote sur NAV. Pourquoi? Parce que Trump n'est pas pro-industrie pharmaceutique. Distribution, regardez, ils ont monté leur dividende. Non, il n'y a pas de leverage sur BME. Il n'y a pas de leverage. Ça peut être intéressant à renforcer ça dans les prochains mois. On a de l'UTF et de l'UTG aussi. UTF, UTG, j'aime bien, c'est des utilities. C'est des utilities, hein, donc c'est un business qui est stable, compagnie énergétique, etc. Bon, là, on a bien 28% de leverage, d'accord? Ok. Distribution, stabilité, paf, ça existe depuis 2004. On a une croissance en plus très légère, d'accord? Donc généralement les CEL, donc c'est orienté revenus passifs, c'est populaire parmi les investisseurs recherchant des revenus élevés car ils distribuent souvent des dividendes réguliers, parfois supérieurs à ceux des ETF classiques. Ça permet de payer les factures, hein, et puis ça permet de réduire la volatilité du portefeuille selon les CEF. Il y a potentiel de rendement élevé grâce à la gestion active, accès à des classes d'actifs moins liquides comme les obligations, infrastructures, marchés émergents, etc. Revenu attractif pour ceux qui veulent des dividendes réguliers.
Donc voilà le cours sur les closed funds. Donc ma DCA du mois, c'était 2000 $ sur ces trois fonds, Divo, GEPI et puis RFI. Je pense vous avoir communiqué beaucoup d'informations aujourd'hui. Disclosure, je suis pas conseiller financier, je suis pas habilité à vous donner des conseils d'achat. Donc faites vos devoirs. Ne comptez sur personne et puis investissez, tout simplement. Bonne journée à vous.